Alors, bonsoir à tout le monde et bonsoir Raphaël. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir et d'avoir accepté l'invitation pour échanger sur ta vision, ta pratique et ton expérience de l'aïkido. Donc voilà, il y a des gens qui te connaissent ici et il y en a qui ne te connaissent pas ou peu. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu ton parcours, voilà, les influences que tu as, les sensei que tu suis ou que tu as suivis et voilà, nous faire une première présentation. Bon, d'abord, merci de me donner cette chance de pouvoir m'exprimer là-dessus. Euh, voilà, moi, je pratique depuis 50 ans, bientôt, hein, dans quelques mois, ça fera 50 ans de pratique. Donc, 38 à suivre Kitora Sensei. Mhm. Et j'ai démarré l'aïkido à Toulouse. Et j'enseigne maintenant dans le même dojo où j'ai démarré. Donc ça, c'est D'accord. une petite fierté. Voilà, c'est pas courant, quoi. Non. Euh, Sinon, voilà, ma pratique est essentiellement celle de Kitora Sensei que j'ai suivi pendant toutes ces années. Alors, je ne prétends pas détenir une vérité, hein, on est bien d'accord. La vérité est multiple et je pense qu'on détient tous une partie de vérité. Et donc, ça n'engage que moi. Et voilà, faut prendre une chose, faut relativiser un petit peu et ne pas. Voilà. J'espère juste passer une bonne soirée, essayer de vous faire toucher du doigt un petit peu justement la difficulté, c'est de faire toucher du doigt ce qui est invisible. Tout Euh, à fait. Tout à fait. voilà. Et puis les mots restent des mots et on ne peut pas donner toute la réalité avec le verbe. Non, 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 mais ces petites séances sont déjà un moyen aussi de permettre aux pratiquants qui, en temps normal, n'auraient pas pris le temps d'écouter ou de découvrir. Donc voilà, les mots sont limités, mais permettent de faire des bonnes découvertes Tout à et fait. après de passer sur les tatamis. Donc, tu nous as parlé de Kitora Sensei que tu suis depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu pourrais présenter alors son aïkido ou la vision de l'aïkido qu'il enseigne et que toi aujourd'hui tu cherches à transmettre? Alors, l'enseignement de Kira Sensei est basé essentiellement sur l'harmonie des ki, hein, euh, de comment établir un kimusubi le plus parfait possible. Il nous dit qu'il y a des éléments euh, qui, de par leur nature, nous opposent, comme la vue, puisque la vue, le simple fait de regarder quelque chose, on met déjà une distance. Ce qu'on voit, c'est extérieur à nous. Il y a une distance entre l'objet et nous. La vue fonctionne comme ça. Et c'est normal, on est fait comme ça. Et également pour le corps. Le corps, lui aussi, c'est quelque chose qui nous oppose parce que le corps est un solide. Et comme tout solide, deux solides qui se rencontrent ne peuvent pas fusionner. Donc, c'est quelque chose, voilà, on est tous fait pareil, mais on est fait de solides, de chair et d'os, et la fusion n'est pas possible. Donc, si on veut occuper le même espace, deux solides doivent, il y en a un qui doit pousser l'autre pour pouvoir occuper, et c'est pas possible. Et l'autre chose qui nous oppose aussi, c'est notre mental, puisque ben, nous sommes tous différents par la culture, par la religion, par le lieu de naissance. Nous sommes tous différents et nous avons tous une conception différente de notre environnement. Quand je dis notre mental, c'est surtout le côté intellect et le côté qui analyse, quoi. On ne peut pas s'empêcher d'analyser les situations. Et le fait d'analyser crée une séparation avec l'objet qu'on analyse. Puisque pour analyser, on va aller chercher dans la mémoire quelque chose qui soit le plus proche pour pouvoir comparer ce que l'on est en train de voir et ce qu'on connaît. Et le problème, pendant qu'on fait ça, eh bien, on n'est plus dans l'instant présent. On est dans notre mémoire et dans le passé. Et en face, on a une réalité qu'on ne peut pas appréhender du simple fait qu'on n'est pas présent
on est dans notre mémoire. Donc, la vue, le corps et le mental, ce sont 3 éléments qui nous opposent, qui nous séparent et qui nous limitent. Et le travail consiste à faire en sorte que ce ne soit plus le cas. D'accord. Et du coup, de dépasser un petit peu ces barrières naturelles ou ces barrières Voilà, sociales qu'on se met, qu'on crée tout au long de notre vie et découvrir ça. tout à fait, tout à fait. Alors, tu as dit plein de choses intéressantes et avant de rentrer là-dedans, comme je disais, j'ai lu des articles que tu m'as envoyés et que j'ai trouvés un peu à différents endroits. Et avant de commencer, je voudrais que tu nous parles de ce que pour toi représente le dojo, justement. Là, tu nous as parlé de l'environnement, de la vue, du mental. Et le dojo, finalement, est cet environnement dans lequel on va travailler, on va étudier, on va peaufiner. Et pour toi, il a on va dire, une sensibilité un peu particulière. Ben, pour moi, le dojo, c'est un lieu un petit peu sacré, on va dire, hein, dans lequel on doit entrer en laissant tout ce qui est sociétal à l'extérieur, et essayer de rentrer tout neuf pour pouvoir être disponible à apprendre l'enseignement. Il faut monter, comme me disait Maître Guiral, mon premier sensei, il faut monter comme le premier jour, comme un débutant, aussi enthousiaste, aussi curieux et aussi respectueux. Il faut arriver tout neuf pour pouvoir prendre l'enseignement qui est donné, quoi. Et de ce fait, se vider un petit peu pour pouvoir prendre. Et le dojo est un lieu dans lequel, justement, on a mis en place un environnement dans lequel on est sécurisé et dans lequel on peut expérimenter des choses sans se mettre en danger où même l'erreur va nous être profitable, quoi. On va nous autoriser à se tromper pour pouvoir justement rebondir là-dessus. Et en dehors de ça, non seulement c'est sécurisé, mais une fois qu'on s'est chargé de l'enseignement, à ce moment-là, cet enseignement-là, il faut essayer de le porter au dehors et pas l'inverse. Ne pas amener de l'extérieur ce que l'on vit à l'extérieur, l'amener dans le dojo, mais l'inverse, ce qu'on vit dans le dojo, l'amener à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Tout à fait. Et ça rejoint un peu ton introduction sur le fait que l'aïkido est quelque part une voie de transformation de la personne et le dojo le lieu. Et tu dis quelque chose d'important sur lequel qu'on oublie au bout de quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années de pratique. Mais on oublie que le dojo n'est pas ce qu'on veut qu'il soit, mais plutôt à nous de devenir quelque chose que le dojo doit nous faire devenir. Et ça, c'est intéressant. Et cet aspect de transformation, de vide, et de finalement, pour aller un petit peu vers la thématique du yin et du yang dont tu as proposé un article, ce complémentaire, peut-être qu'on n'est pas en arrivant, ce petit quelque chose qui va nous transformer. oui, il faut, je me répète, mais c'est très important que d'arriver tout neuf, quoi. C'est ce qui nous permet de prendre voyons, un enseignement, c'est de ne pas avoir de référence. C'est un peu difficile, mais sinon, on fait encore notre cerveau, il est conçu comme ça, et c'est tant mieux. Et on ne peut pas lui reprocher, puisque au même titre que notre cœur, que nos poumons, chaque organe a une façon de fonctionner, et notre cerveau a sa façon de fonctionner qui est tout à fait normale, ce qui nous permet d'être réactifs, d'être encore de nos jours ici, hein, parce que si du temps de Sapiens, il n'était pas très réactif, les bestioles nous auraient déjà bouffé, quoi. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas faire la part des choses. On est constamment dans cette analyse
et on ne crée pas, le vide pour justement être comblé par l'enseignement. On arrive avec des idées un peu préconçues, on arrive avec une… Voilà. Et puis, si on n'arrive pas à se débarrasser de ça, on peine à avancer. Il faut vraiment être une éponge. Voilà, il faut prendre ça, il faut prendre, tout simplement. Et du coup, par rapport à ça, toi, quelle est la progression aujourd'hui, après 50 années de pratique, que tu proposes à une personne qui va commencer, s'est dit, voilà, comment ça va se passer? Est-ce que je vais commencer comme mon voisin et ça va, enfin, je vais aller où? Ouais. Euh, Alors, justement, mon enseignement aussi a évolué avec les années. Ah, Et aujourd'hui, eh ben, comme beaucoup, hein, j'ai commencé tout jeune. Et c'était pour l'aspect self-défense, l'aspect… voilà. Euh, et ce n'est vraiment plus le cas maintenant. Euh, c'est autre chose qui me fait continuer dans l'aïkido. Et quelqu'un qui démarre aujourd'hui, moi, je vais mettre l'accent sur le fait que, déjà, souvent, hein, quand on me dit je viens parce que je suis intéressé pour apprendre à me défendre, alors là, j'essaie d'être clair. Voilà, je ne veux pas lui faire perdre de temps et moi, je ne veux pas non plus perdre de temps. Alors, je ne dis pas que ça sert absolument à rien, l'aïkido, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace, on va dire, si on veut absolument apprendre la self-défense. Il faut, voilà. Par contre, si on veut apprendre comment est-ce que l'on fonctionne et maîtriser nos peurs, parce qu'on connaît les origines de la peur, ça, à ce moment-là, je dis oui, l'aïkido peut être utile à ne pas avoir peur. Par contre, c'est pas pour autant que quelqu'un qui veut apprendre à se défendre, qui va faire X sport de combat, ça lui enlèvera pas la peur. Au Il va contraire, chercher… souvent, ils cherchent à même un petit peu à la faire monter pour avoir un état d'excitation. Voilà, on parlait du cerveau pour booster un petit peu le cerveau sous la menace. Voilà. C'est quand on parle de Mais certains combats, de certains sports. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde, aujourd'hui, mais peut-être depuis toujours, en fait, où on cherche la sécurité, où on est toujours à la recherche d'une sécurité. Mais le problème, c'est que la sécurité, on ne la trouvera pas à l'extérieur de nous, quoi. C'est à l'intérieur de nous qu'on trouvera la sécurité, quelque chose de serein et de solide. En allant faire un sport de combat, je dis pas, alors là aussi, il faut être clair, je n'ai rien contre les sports de combat, je n'ai rien contre le sport en général, je n'ai rien contre la compétition. Ce sont d'autres mondes, d'autres approches aussi intéressantes, mais qui n'ont pas la même logique, hein. Donc, voilà, je ne tire pas sur tout ce qui est physique, hein. Le physique, en Aikido, il est comment dire, indispensable. Mais pas que. Mais pas que. Euh, donc, aller chercher la sécurité à l'extérieur de soi en faisant un sport de combat, ce n'est peut-être pas, à mon avis, la meilleure solution pour être serein, quoi. C'est à l'intérieur de nous qu'on arrivera à trouver ça. Et l'aïkido nous propose ça. Tout à fait. Et il y a une chose qui revient avec, enfin, j'allais dire quasiment dans 100% des discussions que j'ai eues. C'est qu'on commence tous l'aïkido ou les arts martiaux pour une raison, on va dire, proche en plus de la self-défense ou de l'efficacité, ou si on commence assez jeune. Et on finit tous par continuer pour des raisons qui sont très éloignées de ça. Absolument. Mais il faut un laps de temps, soit pour l'accepter, soit pour se confronter à cette réalité qui fait que, ben, un jour on grandit et on se rend compte qu'on peut pas être le plus fort et résoudre toutes les situations externes, comme tu dis. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi, quelqu'un qui arrive, voilà, j'essaie d'être clair avec lui et de l'orienter. Alors si c'est pour un développement personnel, si c'est pour prendre conscience de notre intériorité, ben là oui, là c'est OK. Et mes cours maintenant sont vraiment basés là-dessus, dans le sens où je fais des exercices qui permettent comment dire,
d'être présent. Voilà, d'être présent. Voilà. Est-ce que tu as une trame de cours un petit peu dans lequel que tu suis, on va dire à chaque cours et tu utilises des outils un peu différents? Ou est-ce que la trame évolue également en fonction des, voilà, Alors, des gens, des situations? une trame, c'est un bien grand mot. Hein. Je laisse une large place au fait de répondre à l'instant présent. C'est-à-dire que je ne prépare pas les cours. Mhm, C'est vraiment en fonction des gens qui sont là. Voilà. Donc la trame, elle est grande dans le sens où, je veux dire, bon, voilà, on a un panel technique que j'essaie voilà, d'aborder tout le long de l'année, mais l'essentiel, c'est de répondre à la question qui est posée là, maintenant, et ne pas arriver avec un cours déjà défini mhm. où les gens vont partir. Il y a, voilà. Si on répond à une question là, sur l'instant, cette réponse-là va être intégrée. Si on répond à la question qui va arriver dans un mois, ça ne sert à rien. Donc je n'ai pas vraiment de trame, c'est vraiment en fonction des gens qui sont là. Et de toute façon, que ce soit débutant ou ancien, la question et la réponse est la même. Après, chacun aura un niveau de compréhension de cette réponse, le débutant et l'ancien. Parce que de toute façon, quand on demande à l'ancien de s'oublier pour être présent, il y a de quoi faire, quoi. Oh oui. Voilà, il y a de quoi faire. Et donc, cette même réponse que je fais au débutant est valable pour l'ancien. Gestuellement, voilà, on travaille pour, bien sûr, appréhender un peu les déplacements, voilà. Mais de suite, c'est ma façon de voir les choses. De suite, on aborde l'aspect qui et harmonie. De suite, D'accord. de Ok. suite. J'attends pas d'avoir des gens qui soient cinquième dan, sixième dan pour aborder ça. Parce que là, c'est comme, je prends toujours cet exemple, à un bébé, si on ne lui fait pas goûter de la soupe de poireaux, à 18 ans, il n'en voudra pas de la soupe de poireaux. Donc c'est d'emblée qu'on aborde ça. Et je vois chaque fois, je suis surpris des réponses que j'ai de débutants qui sont complètement en accord avec ce que je propose et qui adhèrent et même demandent plus, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui rebute, ce n'est pas quelque chose qui effraie. Ça effraie ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui arrivent, et quand on leur dit « Aïe, qui, do, qui me souvit, comment on fait, pourquoi ?» Là, cette remise en question, ça effraie les gens. Alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que tout aikidoka, si on arrive à aborder ces notions-là, ce n'est qu'une plus-value. Il ne faut pas abandonner ce qu'on fait déjà. Il faut Tout à juste fait. rajouter quelque chose. Tout à fait. Mais on est encore fait comme ça, c'est-à-dire que les gens ont peur d'abandonner ce qu'ils connaissent et aller vers l'inconnu. Mhm. Ça effraie d'abandonner ce qu'on connaît pour les. Donc on reste accroché pensant qu'il faut tout abandonner. Non, il ne faut rien abandonner. Il faut juste rajouter quelque chose. Côté Gaishi, Ikkyo, on fait tous, allez, tous, plus ou moins, on sait le faire, quoi. On sait le faire. On fait tous pareil, quoi. On utilise plus ou moins tous les mêmes ingrédients. Là, on rajoute un ingrédient de plus qui n'est pas, à mon avis, suffisamment exploité. Le kimusubi est une harmonisation de ki, ce n'est pas suffisamment enseigné et exploité. Après, corporellement, on sait tous faire. Ah, alors justement, alors la notion de kimosobi, est-ce que tu peux, on va dire, définir un petit peu la notion de kimosobi? Moi, j'en ai entendu parler parce qu'on a un kata de Ken qui s'appelle Kimusubi no Tachi, donc c'est une notion qu'on a, on va dire, autour de ce kata-là, bien en plus spécifique. Mais est-ce que tu peux un peu définir la notion de Kimosubi et voilà, aller sur cette notion de ki? Et je sais, pour aller un peu plus loin, qu'on va arriver au hara et le fait de ce centre du ki, ce centre énergétique qu'est le hara. Et du coup, voilà, si on peut introduire un petit peu toutes ces notions-là avant de poser les prochaines Oui, questions. oui, oui. Oui. Alors, c'est assez simple. Qui nous suit, nœud de qui.
Voilà, union des ki. Et sans hara, il ne peut pas y avoir de ki musubi, puisque le ki est la manifestation de notre hara. C'est l'expansion, la respiration, kokyu, la respiration de notre hara, c'est le ki. Nous, on ne voit pas le ki comme une puissance qui peut détruire l'autre ou dominer l'autre. Non. Le ki, c'est un mode de communication, sans séparation, sans obstacle. Voilà. Donc, c'est tout simplement une communication de centre à centre et non pas une communication de mental ou autre. Le hara est le lieu où s'harmonisent le corps et l'esprit. Et si on travaille à partir du hara, on travaillera corps et esprit unis. Et la manifestation de votre hara, la respiration de votre hara, c'est le ki. Si je me connecte au centre du partenaire, à son hara, à travers cette communication de ki, il y a déjà plus de conflit. Avant même que l'attaque ne soit déclenchée, à travers une écoute profonde, je fais tomber tout ce qui peut nous séparer. Et il s'établit une relation de centre à centre. Donc, il y a déjà une unité avant même le combat. Et quand quand l'attaque va être lancée, ce que je vais recevoir, l'attaque que je vais recevoir, qui va être conduite par le partenaire, dans cette attaque, il y aura une part à moi de ki. Et plus cette part sera importante, plus la sienne sera faible. Donc au début, voilà, c'est un peu léger, voilà. Mais avec l'ancienneté, notre hara est capable de faire deux choses à la fois que nous, on ne sait pas faire. C'est-à-dire qui peut être en expansion, ça veut dire connecté au centre du partenaire et être en même temps son large réceptacle. Ce qui veut dire que quand l'attaque est lancée, j'intègre l'attaque et je l'impulse de l'intérieur du partenaire, pas de l'extérieur, de l'intérieur du partenaire. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais c'est assez parlant. Le partenaire devient la main de mon gant. Je n'ai jamais entendu cette... Qui veut dire que ce que je reçois, ce n'est pas totalement étranger, puisque je me suis connecté au centre du partenaire et que j'impulse de l'intérieur. Donc déjà, c'est une énorme différence. S'il n'y a pas ça, ce qu'on reçoit, c'est complètement étranger à nous. Si c'est étranger à nous, ça ne peut que être un affrontement. En opposition. Ouais. Voilà. Alors que là, c'est quelque chose qui m'appartient. Kitora Sensei nous dit, le meilleur endroit pour ne pas être une cible, c'est d'être à l'intérieur. Du moment que vous êtes à l'extérieur, vous êtes une cible. Et est-ce que à cette notion, à ce concept, du coup, dans l'enseignement, que ce soit Kitora Sensei ou le tien, c'est la notion d'irimi, finalement, de prendre à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur, qui transparaît? Oui. Après, encore une fois, derrière les mots, c'est toujours un peu difficile. Mais c'est quelque chose de plus de mental que de physique. Alors, comme je disais tout à l'heure, le hara est le lieu où le corps et le mental s'unissent, corps et esprit sont ensemble, parce qu'on a besoin des deux. Le corps pour donner un ancrage au mental, sinon le mental est très volatile et il peut très bien être à 1000 lieues d'ici. Et le corps, lui, il a ses limites. Donc le mental permet de dépasser les limites du corps et le corps permet de maintenir le mental dans la réalité et dans l'ancrage. Donc c'est plus mental que physique, cette connexion. D'accord.
C'est-à-dire que l'espace entre l'attaquant et l'attaqué, il est plein de cette communication de ki mentale. Mentale. Mais pour autant, c'est pour ça que, bon, là, on parle, mais c'est du concret aussi, puisque ça se vérifie sur le tatami. Oui, et de plus en plus de… Alors, j'ai l'occasion d'étudier différents champs, mais de plus en plus de champs en électromagnétisme, dans tout ça, évoquent ces champs autour de chaque personne qui deviennent un quand les gens se rencontrent. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est finalement, quand vous entrez dans un ascenseur et que quelqu'un a passé une mauvaise journée, il n'a pas besoin de parler, vous le ressentez. Et pour expliquer cette interaction des champs, des énergies, des ki, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, alors on cache ça des fois derrière du langage non verbal, derrière plein de choses, mais qui sont que finalement des sensibilités. Des fois, sans même regarder, on peut sentir que quelqu'un ne va pas forcément bien ou est en colère. Et dans la vie de tous les jours, on a des fois des impressions plus que sur le tatami. C'est vrai que sur le tatami, on réfléchit à tout ça et souvent on n'y arrive plus. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut aussi préciser, par exemple, que le hara, c'est quelque chose d'extrêmement solide, extrêmement fort, qui nous permet de nous ancrer au plus profond. Hein, parce que le ki se manifeste à travers le hara, mais le ki prend sa source au plus profond de la terre. Alors, ça peut paraître un peu dans notre monde, mais on est juste un passage. Ce qui donne aussi une dimension tellement profonde que ça développe une capacité d'ancrage. Sinon, on a tendance à tout restreindre par notre intellect. Quoi, je veux dire, on se limite. Hein. Les limites, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. Et là, c'est pareil. Le fait de travailler à travers le hara, ça nous libère de beaucoup de choses. Mais le hara est extrêmement fort et solide. Par contre, il est extrêmement fragile aussi, parce que du moment que vous faites intervenir votre intellect, il disparaît. Il disparaît. On ne peut pas faire les deux à la fois. Y penser et le travailler. Et y penser et le travailler. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Et du coup, voilà, est-ce que tu as des exercices? Est-ce que tu utilises les outils de l'aïkido, enfin, alors les outils, Oui. les techniques qu'on appelle l'ikyo, nikyo, ou est-ce que tu as des exercices spécifiques pour mettre un peu en condition au début des cours ou… Alors, en ce moment, oui, du fait de cette pandémie, ça nous a obligés un petit peu à changer notre approche de l'aïkido. Donc, oui, je fais des exercices qui se rapprochent de la méditation. D'accord. Pour découvrir justement l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent que votre hara se manifeste. Sinon, il ne se manifeste pas. C'est dans l'instant présent qu'il se manifeste. C'est quand on lui laisse la place qu'il se manifeste. Et donc, ce travail d'ouverture et d'écoute, et ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de magique. Quand on est face au partenaire, le simple fait d'être à son écoute crée cette communication avec lui, sans barrage. Mais être à son écoute profonde, vraiment réelle. Oui, ne pas chercher à vouloir voir OK comme on voudrait qu'il soit. Exactement, exactement, exactement. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, on se fait une idée de la réalité, mais ce n'est qu'une idée, ce n'est pas la réalité. C'est ça. Donc, il faut se libérer, il faut s'oublier soi-même pour connaître l'autre. Il faut travailler à partir de notre intériorité, et c'est au plus profond de nous-mêmes qu'on rencontrera l'autre. Sinon, on n'aura qu'une image de l'autre. C'est ça, on dit parfois qu'il faut de la place pour que l'autre puisse rentrer. Oui. Et du coup, à la fois physiquement, donc là, on va y aller un petit peu, mais aussi mentalement. On ne peut pas se dire, je vais accueillir son énergie pour pouvoir conduire, si d'un autre côté, on ferme les barrages, on barricade et on se met dans un mode de protection. Oui, absolument, absolument, absolument.
Et du coup, dans la pratique, alors, on va dire de dojo, est-ce qu'il y a des principes techniques quand même, qui guident, la pratique? Ou est-ce que voilà, tu restes sur les pratiques de vue, de mental, tu expliques, ces choses-là? Bon, j'explique ces choses-là essentiellement. Après, Mmh. bien sûr, il faut aiguiller un petit peu comment est-ce qu'on se déplace sur un tatami, euh, ne pas enfoncer, pour ma part, après, ne pas être sur les talons, sinon on est comme une chaise posée, on n'a plus la dynamique. Euh, Avoir un rat toujours entre terre et ciel, voilà, ne pas monter le centre de gravité. Enfin, tout ce qui est dit dans la majorité des dojos est lié aussi. Mais de suite, dès qu'on a commencé à prendre les premiers pas, de suite, il faut essayer d'être à la recherche de cette unification. Voilà. Sans ça, deux corps bien entraînés, jeunes, forts, souples, ne restent que deux corps. Mmh. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Euh, et deux corps qui s'harmonisent, ça sera une harmonie superficielle, matérielle, qui reste au niveau de la peau et de la chair. Et ça, c'est une harmonie très fragile, très très fragile. Avec ces principes de Kimusubi, cette harmonie est beaucoup plus solide et profonde. Et donc, ce qui veut dire que la même technique faite avec cette recherche de Kimusubi et l'autre sans, il y a une différence énorme. D'accord. Une sera, même si c'est bien fait, Mmh. je ne dis pas, hein, une technique bien rodée, souple, fluide, voilà, mais ça reste deux corps qui bougent. Et du coup, là, alors, une question un peu de terrain, parce que je parlais tout à l'heure du kata Kimusubi no Tachi qui permet de découvrir des expériences justement de ce Kimusubi. Quand on le travaille avec la respiration un certain temps, à un moment donné, il peut se passer des choses chez les pratiquants. Et du coup, une question un peu peut-être étrange, mais est-ce que tu sers de partenaire aux gens, du coup, dans cette démarche-là? Ah Et oui, est-ce que du coup, tu vas voilà, heu, rentrer, j'ai envie de dire, dans le mouvement avec Tori et pas simplement avoir cet aspect extérieur de professeur, mais de venir, voilà, je vais sentir ce que tu me proposes et pouvoir, à partir de là, avoir un retour? oui, oui, absolument, absolument. Je vais lui donner le meilleur de moi-même, lui donner une attaque pleine de ki, de Mmh. manière à ce qu'il ressente ça. J'attaque, on va dire, de façon purement physique, entre guillemets mécanique, hein, puisque c'est un peu dans la mécanique, toutes ces Mmh. articulations, il ne va pas ressentir. Il va pas ressentir. À travers mon attaque, je vais essayer de dominer son centre. Avec cette recherche-là, il va être obligé d'avoir une attitude différente que si j'attrape un poignet juste avec les doigts qui se referment sur le poignet de façon mécanique. Mmh. À travers mon attaque aussi, mon attaque est faite de ki. Et donc, ça va être des échanges justement et des communications de ki et non pas juste de corps qui. Voilà. Donc oui, justement, le partenaire doit permettre, euh, donc Uke, le partenaire doit permettre à Tori de comprendre et d'être le plus honnête avec lui, c'est-à-dire de travailler avec, comme on dit toujours, à se mettre à son niveau, Mmh. mais pour lui permettre de monter d'un niveau de plus. Alors, si je suis trop complaisant, il ne montera pas. Au C'est ça. contraire, il va descendre. Si je suis trop exigeant, je vais le bloquer. Donc, on va rester, voilà, et essayer de faire monter. Mais toujours avec ces relations de centre à centre. C'est-à-dire que le partenaire, s'il ne se connecte pas à moi, il ne pourra pas travailler correctement. Et Et son du rôle, ouais, Vas-y, 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 je te laisse finir. et son rôle, comme je disais, c'est faire en sorte que Uke devienne, on va dire, un partenaire sans qu'il le sache. D'accord. C'est-à-dire que Tori va faire en sorte d'embarquer Uke, Mmh. donc ça veut dire il va le rendre partenaire, une part de lui-même, à son insu.
D'accord. Et est-ce que cette notion de centre-ascendre dont tu parles là est la même notion que celle de ligne de Qi que tu évoques dans certains de tes articles? Ah oui, oui, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. OK, pour mettre, des termes. C'est la même chose. Après, on peut parler de centre, on peut parler de hara, on peut parler d'intériorité. Il faut qu'il y ait une connexion profonde avec le partenaire. Encore une fois, ça ne s'arrête pas à la surface des corps. Tout à fait. Il faut aller plus loin. Et tu as parlé de Kokyu qui était la respiration du hara. Et est-ce que voilà, alors on traduit souvent Kokyu par respiration, mais qui est plutôt le côté inspire-expire, le cycle complet, pas simplement Mmh. l'expiration. Mmh. Mmh. Est-ce que dans cette notion de, on va dire, de manifestation du ki, du hara, de Kokyu, la notion de kiai joue un rôle pour toi, pour vous, ou pas du tout, ou comment vous l'approchez? Alors, c'est quelque chose qui se fait naturellement, on va dire. D'accord. C'est pas travaillé. Le kiai ou le souffle, c'est la même chose. Pour nous, c'est ce qui, ça permet aussi de créer une unité entre le geste entre le corps, le geste. En fait, le souffle permet aussi de créer cette unité, quoi. Euh, mais la respiration du hara n'est pas forcément celle pulmonaire. Mmh. Ça peut être dissocié. Certaines techniques vont demander à ce qu'il y ait une rétention de la respiration, d'autres vont être accompagnées de la respiration, mais la plupart du temps, c'est le hara qui respire. Parce que c'est cette expansion qui donne cette ligne de ki. Donc, Kokyu-o, c'est respiration de mon hara, essentiellement de mon hara. Le Et du hara, ouais, oui, oui. pour qu'il se manifeste également, on l'a vu, se manifestera que dans l'instant présent. Il se manifestera quand on a réussi à faire une unité entre le corps et l'esprit, que notre corps ne devienne pas un obstacle avec du fait de sa composition complexe. Et cette unité, cette respiration, et le hara, pendant la pratique, il est légèrement tendu. C'est pas mou, il ne faut pas avoir un trop mou, il ne faut pas non plus forcer avec les... C'est légèrement tendu. Et c'est essentiel. Respiration, parce que c'est cette respiration qui va aller jusque combler l'espace entre les deux partenaires. L'espace entre les deux partenaires, il n'est pas vide. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'est pas vide. Il est plein de qui, cet espace-là. Et cette respiration permet justement de dépasser l'aspect physique, d'aller au-delà et de combler l'espace et de créer cette communication. Sans cette communication, c'est autre chose. Enfin, c'est une autre approche, une autre logique. Encore une fois, nous, ça induit après dans l'attitude, dans les placements, ça induit quand même quelques changements, puisque notre objectif est de mettre en avant le hara et non pas le corps. Donc, si on D'accord. est dans la logique de mettre le corps en avant, on mettra le corps dans une position où lui, il est vraiment très fort. Mmh. Et nous chercherons à mettre en avant le hara pour le mettre dans la meilleure situation. Et des fois, il faudra, vu de l'extérieur, on ne comprendra pas, tiens, pourquoi il n'y a pas le pied là, alors que nous, on met le pied là. Eh bien, certains mettent le pied là parce qu'ils veulent mettre le corps en avant et ses capacités. Et nous, on ne mettra pas le pied là parce qu'on veut mettre le hara en avant et ses capacités. Voilà, ce n'est pas mieux l'un ou l'autre, mais c'est deux logiques et deux approches différentes. Ou on met le corps en avant, ou on met le hara en avant. Donc, je voudrais revenir parce que là, tu parles de communication entre les 2 et en aïkido, on entend souvent alors, on a plus ou moins ce fameux un petit peu écriture 1 + 9 = 10, 2 + 8 = Ouais. 10, 3 + 7 = 10. Est-ce que cette je vais rebondir sur un autre sujet que tu as développé, la notion de yin-yang, de complémentarité du Tao. Et est-ce que cette communication entre Uke et Tori doit faire un tout ou est-ce qu'elle doit se répondre? Est-ce qu'elle doit, être identique? Heu et voilà, comment est-ce que si Uke est yang, Tori doit être yin? Est-ce que voilà, c'est un petit peu dans ces aspects opposés et complémentaires,
Comment c'est envisagé? Ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment qu'on travaille à partir de notre ARA, les choses sont beaucoup plus simples. Simple. Alors, pas facile à mettre en place, ces concepts-là, parce qu'on on refuse un peu, enfin voilà, ou c'est pas dans nos habitudes. Mais sinon, ces concepts-là nous simplifient les choses, nous simplifient la manière de bouger, nous simplifient la relation. Donc, face à une attaque, le hara va percevoir les nuances de cette attaque sans que ça passe par mon intellect. Il va percevoir les moindres changements, l'angle, l'intensité va changer. Imaginons que on puisse se situer dans le noyau dynamique du partenaire. Voilà, faisons l'effort. Imaginons qu'on puisse se situer dans le noyau dynamique du partenaire, de là où lui il va faire partir son attaque. Qu'est-ce que ça nous apporterait à nous? Ou qu'est-ce que ça nous enlèverait? Si j'arrive à me situer dans le noyau dynamique du partenaire, les notions de temps, de timing et d'espace ne sont plus les mêmes que quand je suis à l'extérieur. Si je suis à l'intérieur, il n'y a plus de distance à parcourir. S'il n'y a plus de distance à parcourir, il n'y a plus de temps, du temps chronologique. Il n'y a plus. Ça change complètement la perception du temps. Donc, on n'est plus en réaction par rapport au partenaire quand il va attaquer, on est dans l'action, puisqu'on impulse de chez lui. C'est la notion un petit peu qu'on retrouve qu'on retrouve dans certains arts ou écoles. On parle de gonocène, sen-nocène, sen-sen-nocène, où finalement on est de réaction à une action ensemble, à une proaction, si on peut dire, finalement, cette action qu'on initie avant même que Uke soit au courant qu'il est déjà en train de faire quelque chose. Alors là, on n'initie rien du tout. On laisse l'initiative à Uke. On lui laisse totalement l'initiative. Mais c'est nous qui construisons la relation de l'intérieur de Uke. Donc, et ça, c'est important. On ne prend pas la main. C'est dans le respect de Uke. On lui laisse l'initiative, il prend l'initiative, mais comme je me situe à l'intérieur de lui-même, je ne suis plus un obstacle, je ne suis plus une cible, je ne suis plus un opposant, j'impulse dans le respect de son attaque, j'impulse de l'intérieur son attaque. Donc, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion de distance, il n'y a plus de notion de 1, 9, 3, 7. Il y a tout ça. 10. Tout ça, ça n'existe pas, puisque on est en harmonie complète dès le premier instant. L'aïkido, le moment le plus important, c'est le premier instant. Une technique d'aïkido ne se construit pas au fur et à mesure. Si la première rencontre elle est loupée, on va avoir beaucoup de mal à récupérer tout le processus. C'est d'établir une connexion radicale, puissante, ferme avec le partenaire dès le premier instant et la maintenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire se situer jusqu'à la fin dans son noyau et impulser de l'intérieur du noyau afin de devenir après le seul noyau dynamique de l'action. Tori est le seul noyau dynamique de l'action. Et à la fin, cette expansion de son hara, ce n'est plus une volonté de projeter l'autre, auquel cas je recrée un conflit, mais cette respiration va faire en sorte que le partenaire va de lui-même être éjecté ou se détacher tout simplement de cette respiration des deux ki unifiés. Lui étant un corps étranger à cette unité, étant un corps étranger à cette expansion, va se détacher tout simplement dans la projection. Mais je ne cherche pas à le projeter. Sinon, je recrée un conflit en voulant dominer l'autre ou le projeter. Ce n'est pas ça. Il est tellement absorbé, intégré dans mon noyau dynamique
que dans mon CoQ, dans ma projection, il va être expulsé sans chercher à ce qu'on l'expulse, sans chercher à le projeter. Ça va se faire naturellement. Oui, c'est la conséquence C'est on va la dire, conséquence. de la manifestation qui fera que, et non Exactement. l'objectif. Exactement. 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 Et Et, pareil pour une immobilisation, la même chose. Je ne voilà, cherche pas à immobiliser le partenaire. L'immobilisation n'est que l'affirmation de notre unité. qui se traduit par une immobilisation Qui se traduit qu'on par une travaille immobilisation. Ouais. X ou Y. Et du coup, est-ce que c'est parce que le noyau dynamique dont tu parles que Tori dirige, et est-ce que c'est pour ça que tu vas caractériser la pratique de l'aïkido un peu plus yang sur le tatami, enfin, alors, je vais pas dire il impose sa dynamique ou il devient cette dynamique créatrice? Alors, de base, Uke, il est yang, Mhm, puisqu'il est solide, matière, il cherche à dominer, mhm, il est dans un état d'esprit de compétition, de domination, donc il est yang. Si moi, Tori, je suis yang, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Voilà, ça va être le plus fort qui va l'emporter et ce n'est plus de l'aïkido. Il faut que Tori puisse intégrer la dynamique de Uke, qui est yang, et donc Tori doit être les deux parce que il doit pénétrer le centre du partenaire, il doit être en expansion et en même temps, il doit accepter l'attaque du partenaire. Donc, il sera davantage yin de manière à ne pas générer de conflits, de collisions, de séparation. Enfin voilà. S'il y a deux yang qui se rencontrent, ça ne peut que être un fracas. S'il y a deux yin qui se rencontrent, il ne se passe rien. Parce ouais, que l'un ne cherchera pas à dominer l'autre, l'un ne cherchera pas à attaquer l'autre. Ils se regarderont. Ils se regarderont et s'apprécieront. Ils n'auront pas derrière des idées. Voilà. Il faut bien se dire aussi que l'aïkido, pour moi, n'est que prétexte à nous mettre en situation de conflit pour chercher une résolution à ce conflit de façon la plus harmonieuse et pacifique possible. Encore une fois, ce n'est pas pour apprendre à se défendre. Non, non. Si je me mets en méditation, je suis paix et amour avec tout le monde. Hein. Voilà. Mais s'il y en a un qui vient me bousculer, c'est ce qui se passe en aïkido. Hein. Si les problèmes commencent à partir de deux, tout seul, on est bien. Souvent, on est deux dans la tête, mais bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que non, l'aïkido n'est qu'un outil, un prétexte à nous mettre dans des situations de conflit pour développer cette capacité à répondre de façon harmonieuse à une attaque. C'est tout ce que l'utilité. C'est ça, dans les thèmes dont on discutait un petit peu pour préparer cette séance, un des thèmes qui est revenu, c'est en quoi justement l'aïkido est-il un art de paix et d'amour? Et on entend souvent l'aïkido, alors harmonie, amour, un art de paix, etc. Là, on touche un petit peu à ces notions-là, si je comprends bien. Ah oui, oui. C'est complètement un art de paix et d'amour. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière paix et amour? Ah. Ouais. Ah. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la paix? L'aïkido, pour qu'il soit bien pratiqué, il doit avoir un respect du partenaire. C'est à travers le respect du partenaire qu'on arrive à générer un conflit de façon harmonieuse. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le respect? Ça veut dire le prendre pour ce qu'il est, tel qu'il est. Ça, c'est amour. Mhm. Je ne cherche pas à changer la personne qui est en face, je l'accepte pour ce qu'elle est. Pour moi, ça, c'est de l'amour. Ça ne veut pas dire que je vais en prendre plein la figure et que je ne vais pas répondre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement le respect de l'autre pour ce qu'il est. Et respecter son attaque telle qu'elle est et ne pas vouloir
la changer, ne pas avoir de préjugés, ne pas vouloir, ah tiens, lui, il est grand. Souvent aussi, on dit, l'aïkido, c'est quelque chose qu'on s'adapte. Il est grand, on fera quelque chose, il est petit, on fera quelque chose. Pas dans notre façon de concevoir l'aïkido, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le ki. Et le ki d'un grand ou le ki d'un petit, c'est exactement de même nature. Nous, ce qu'on travaillera, c'est justement sur cette notion de ki et d'unification de ki, et pas d'harmonisation de deux corps. Si on fait un travail sur les corps exclusivement, bien sûr, on va adapter un grand et un petit. Mais si on travaille sur cette connexion radicale et profonde du noyau dynamique du partenaire et d'intégrer cette dynamique dans votre... Qu'il soit grand ou petit, ça ne change absolument rien. Absolument rien. C'est pour ça que je dis que ça simplifie. C'est pas facile, mais ça simplifie énormément les choses. Et là, ça, c'est du respect. Mais le respect, on ne peut l'obtenir que quand on s'oublie soi-même. C'est pour ça que, quelque part, il y a cette notion d'amour, de paix, puisque ce qu'il faut pour... Comment dire, c'est à travers une écoute profonde du partenaire, mais une écoute profonde à partir de notre intériorité. Et là, déjà, il n'y a plus de conflit. Le conflit n'existe pas. Si le partenaire persiste dans l'attaque, et on lui dira merci, je respecterai son attaque, je respecterai sa dynamique dans l'idée de l'intégrer dans ma propre dynamique. Donc, c'est respect, amour. C'est dans ce sens-là, c'est pas dans le sens amour, peace and love. C'est pas ça. Les gens disent, dénigrent un peu quand on dit c'est un art de paix, d'amour, d'harmonie. C'est dénigré parce que on se dit, mais comment est-ce que ça peut être deux corps qui vont s'affronter? Ça peut pas être. Mais si on fait abstraction, bien que les corps soient là, il n'y a pas de problème. Mais si on parle de connexion à partir de mon intériorité, le hara n'a pas de préjugés. Le hara n'a pas de limite. Mon hara n'a pas de coloration culturelle, philosophique, religieuse. Il est neutre. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse au hara du partenaire qui lui-même est neutre. Mon hara s'identifie au hara du partenaire. Ce n'est pas mon intellect ou mon corps qui va s'identifier à l'autre, auquel cas, ça va être, voilà. C'est mon hara qui est, autrement dit, mon intériorité, on va dire, pour simplifier, mon être premier, qui lui est libre, c'est le moi profond, on va dire. C'est pour ça qu'il faut oublier ma personnalité, moi, septième dan, machin, tout ça, ça nous oppose. Moi, chef d'entreprise, moi, chrétien, moi, tout ça nous oppose. Il faut oublier tout ça et se connecter qu'à partir de notre intériorité. Et à ce moment-là, ça, c'est paix et amour. Parce que notre intériorité ne s'oppose nullement. Elle est là, elle est présente, elle vit. Donc, dans ce sens-là, l'aïkido, pour moi, c'est paix et amour. Et du coup, cette notion d'amour, finalement, rejoint un petit peu, on va dire, l'amour avec un grand A dont on parle le plus souvent par rapport à son partenaire ou sa partenaire dans la vie quotidienne. C'est ce respect de l'autre et, comme on dit, ne pas chercher à changer l'autre comme on voudrait qu'il soit, etc. Mais aller au-delà de simples mots et de poser ça sur le tatami. Et du coup, on va dire la question est bouclée par rapport à ce qu'on a dit au début sur le dojo. Le dojo est ce lieu qui va nous transmettre et éviter qu'on amène de l'extérieur dans le dojo, mais ensuite, par contre, qu'on reparte du dojo pour réintroduire ça dans l'extérieur. Donc, est-ce que la fin de la boucle, c'est finalement que cette transformation se passe dans la vie quotidienne et qu'on transpose tout ça un petit peu, je peux dire, H24? Après, on est des humains. Bon, donc, H22. On n'est pas parfait. Mais c'est un peu l'objectif, oui. C'est déjà apprendre à savoir comment est-ce qu'on réagit, à savoir que nos limites, on se les crée soi-même, hein, par notre éducation, par
voilà, comme je disais, enfin, par l'environnement dans lequel on évolue, on se crée soi-même ses limites. Le hara et notre intériorité permet justement de dépasser ces limites. Donc, si on sait comment on fonctionne, si on sait qu'on est constamment en train d'analyser avec nos préjugés, forcément, on ne peut pas être paix et amour avec notre environnement, quoi. Moi, des fois, je pose la question à mes élèves. Je dis, bon, voilà, imaginez qu'on vous pose une question dans un domaine dans lequel vous ne connaissez absolument rien. Imaginez un domaine, je sais pas, je prends souvent l'astrologie parce que je connais absolument rien, et on vous pose une question là-dessus. Comment est-ce que vous allez répondre? Puisque vous n'avez pas mémorisé, il n'y a rien, vous n'avez pas de référence. Comment est-ce que vous allez répondre au mieux à cette question? Eh bien, tout simplement en étant l'écoute. En étant l'écoute. Et OK vous pose une question dans son attaque. Parce que là, l'aïkido, c'est à 90%, après il y a des jiwaza et travail libre, mais la plupart du temps, c'est de la répétition, tout ça. Mais il faut se mettre dans une situation où on ne connaît pas la question que Uke va vous poser. Et on ne connaît pas la réponse. La seule façon de connaître la réponse, c'est d'être à son écoute. Si vous n'êtes pas à son écoute, vous apporterez une réponse, mais qui vous est personnelle, que vous allez aller chercher dans votre passé, dans votre mémoire. Et pendant que vous faites ce trajet-là, vous n'êtes plus avec le partenaire. Donc, si vous voulez vous connecter au partenaire et apporter la réponse la plus juste possible de l'instant, il n'y a pas d'autre solution que d'être à son écoute. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, vous allez rentrer en réaction vis-à-vis de, bon, je sais pas, le chef de service qui vous a cassé les pieds, machin, tout ça. Il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Peut-être savoir que votre mental vous joue des tours à votre insu, quoi. Vous limite, vous joue des tours. Il faut savoir que ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas en lien avec la réalité, quoi. C'est votre réalité, mais ce n'est pas la réalité de la réalité, quoi. On vit dans un monde d'illusions. Parce qu'on est constamment. Alors, c'est du bon, parce que si on veut apprendre à conduire, il faut mémoriser, machin, ça a du bon. Mais en termes de relation d'être humain à être humain, il faut avoir une autre approche que celle intellect. Sinon on n'est pas en lien avec lui, on est sur notre propre vécu et ça ne peut que générer conflit, quoi. Et la preuve, c'est que quand on voit dans le monde dans lequel on vit, on est dans un monde où il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des machins. Donc, il faut peut-être se changer soi-même dans le dojo déjà, se changer soi-même pour aller amener à l'extérieur cette autre façon de percevoir l'autre et notre environnement et se connecter à lui et accepter tel qu'il est. Et ne pas vouloir le changer absolument. Si on ne peut pas le changer, il vaut mieux changer d'environnement. Mais ne pas lutter, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Je crois que je suis parti un peu. Tout à fait. Non, ça répond bien et finalement, ça synthétise bien un petit peu quel serait l'objectif de l'aïkido si on devait en parler avec un débutant pour dire, voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter sur 50 ou 60 ans. Du coup, ça a bien résumé. C'est juste pour finir, oui. Si j'étais un virtuose de l'aïkido, un très très bon technicien, qu'est-ce que ça m'apporterait dans la vie de tous les jours? Je pense que ça ne m'apporterait pas quelque chose de vraiment... D'abord, ça ne dure pas dans le temps, puisque quand je vais avoir 60 ou 70 ans, le super technicien, le corps, il ne va plus suivre. Donc, ça m'apporte quoi? À part de développer peut-être mon ego, ça me fait un peu
de plaisir, mais ça n'apportera pas vraiment un art de vivre, quoi. L'aïkido, ce n'est pas pour devenir le meilleur, mais c'est pour devenir meilleur. Et ça fait la différence. Un sport, c'est pour devenir le meilleur. Un sport de combat, c'est pour devenir le meilleur. L'aïkido, c'est pour devenir meilleur. Et là est la différence. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans mon quotidien et toute ma vie. Alors que de savoir faire une clé bien faite, bon, ça m'apporte pas, à part de me flatter un peu, mais c'est éphémère, ça dure pas. L'aïkido, c'est quelque chose qui doit mettre, on doit, il faut arriver à éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Voilà. Il faut revenir à l'essentiel, quoi. Et l'essentiel, c'est quand on élimine tout ce qui est superficiel, voilà, tout ce qui nous flatte, et machin, tout ça. L'aïkido nous amène à être attachés à l'essentiel. Il faut se dépouiller. Il faut s'enlever toutes les couches que l'on a, qui nous parasitent, c'est affirmer notre intériorité, notre être premier. C'est ça. Et là, ça apporte quoi? Ça apporte la paix, ça apporte la joie, ça apporte la simplicité, ça apporte des tas de choses que l'on ne trouve pas forcément dans une recherche de compétition. Ça apporte de la joie, mais ce n'est pas la même joie, quoi. C'est une joie profonde, c'est quelque chose de, voilà. Beaucoup moins éphémère. Beaucoup moins éphémère, ces choses, quoi. Voilà, dur. Et ben, en tout cas, je te remercie pour tout ça et pour cet échange. Comme j'avais dit, je vais couper l'enregistrement et laisser un petit peu la main aux personnes qui ont écouté, Je veux bien, ouais. qui sont présentes et qui vont pouvoir poser maintenant leurs questions. Alors, Ça marche.